Il est un des moments dans l'histoire où tout bascule en quelques heures. Ce dimanche 10 mai 2026, en l'espace d'une soirée, nous avons eu un accord rejeté, un contre-accord rejeté, des drones abattus dans le ciel iranien, des missiles tirés sur le Qatar, l'Émirat arabe uni et le Koweït, un appel téléphonique entre Trump et Netanyahou dont aucun détail n'a filtré, et, cerise sur le gâteau, une interview explosive de Netanyahou sur CBS où il annonce vouloir ramener l'aide militaire américaine à zéro, et ça, c'est rien que pour ce soir. Bienvenue sur Devoen Decrypt. Si vous suivez ce conflit depuis le début, vous savez que chaque fois que le calme semble s'installer, c'est que quelque chose se prépare. Restez là. Ce que nous allons analyser ce soir va tout changer dans votre compréhension de ce qui se passe réellement au Moyen-Orient. Et si vous n'êtes pas encore abonné à W1 Decrypt, c'est le moment. Activez les notifications, parce que cette nuit, l'actualité ne s'arrête pas. Commençons par le fait majeur de la journée. Téhéran a transmis sa réponse à la proposition américaine via les médiateurs pakistanais. Donald Trump l'a lu. Et en quelques mots sur Truth Social, il a tout balayé. Il a écrit textuellement « Je viens de lire la réponse des soi-disant représentants iraniens. Je n'aime pas ça. C'est complètement inacceptable. » Fin du message. Court, cinglant, sans ambiguïté. Mais avant d'analyser ce que contient réellement cette proposition iranienne, parce qu'elle est proprement ahurissante, il faut comprendre le contexte dans lequel elle arrive. Nous sommes à plus de 10 semaines depuis le début de la guerre, déclenchée le 28 février 2026 par les frappes américano-israéliennes sur l'Iran. Depuis lors, le détroit d'Ormuz est sous contrôle des gardiens de la révolution islamique, le CGRI, bloqué pour l'essentiel du trafic commercial mondial. Un cessez-le-feu fragile est en place depuis le 8 avril, mais il ne tient qu'à un fil. Les deux camps continuent de tirer, et les négociations patinent depuis des semaines. Selon NBC News, Washington cherche à obtenir la réouverture du détroit d'Ormuz et à empêcher l'Iran d'acquérir l'arme nucléaire. L'Iran, lui, avait un tout autre agenda dans sa réponse. Voyons ce qu'il a mis dans ce document. Premier point, fin immédiate de la guerre sur tous les fronts. Traduction concrète, retrait américain de la région et arrêt des opérations israéliennes contre les proxys iraniens, c'est-à-dire le Hezbollah, le Hamas, les Houthis. Autrement dit, Téhéran demande aux États-Unis et à Israël de capituler, purement et simplement. Deuxième point, garantie que les États-Unis n'attaqueront plus jamais l'Iran. Pensez à ce que ça signifie. Deux pays peuvent signer n'importe quel papier. Ça ne vaut rien si la volonté politique n'est pas là. C'est une clause qui ne peut pas être vérifiée, et encore moins imposée. C'est du vent juridique. Troisième point, levée intégrale de toutes les sanctions américaines, y compris sur les exportations pétrolières. Selon le Wall Street Journal, la proposition iranienne stipulait également une période de 30 jours après la levée des sanctions pour reprendre les négociations nucléaires séparément. Autrement dit, lever toutes les sanctions d'abord, et on discutera peut-être du nucléaire ensuite. C'est exactement le piège que les Américains ont refusé de tomber. Quatrième point, fin du blocus naval immédiatement après la signature d'un accord préliminaire. Pas d'un accord définitif, d'un accord préliminaire. Le blocus, rappelons-le, est actuellement le principal levier de pression économique des États-Unis sur Téhéran. Selon CNBC, l'Iran est en train d'épuiser progressivement ses capacités de stockage pétrolier à cause de ce blocus. Certaines analyses indiquent que d'ici 2 mois, l'Iran pourrait être contraint de fermer des puits. Bien sûr, une partie de la production peut être consommée localement, ce qui ralentit l'asphyxie, mais les taux se resserrent. Et l'Iran demande qu'on le desserre avant même qu'un accord final soit signé. Cinquième point, libération de tous les actifs iraniens gelés. Scott Bessent, le secrétaire au Trésor américain, a passé plus d'1 an à traquer et geler les avoirs illicites du CGRI, y compris les portefeuilles en crypto-monnaie. Téhéran demande qu'on libère tout ça d'un coup. Et sixième point, le plus stupéfiant, gestion iranienne pleine et entière du détroit d'Ormuz, avec perception de droit à Paotchine au passage. Les Iraniens veulent le contrôle total de l'une des artères les plus vitales du commerce mondial,
Environ 20% du pétrole mondial transite par là. C'est une déclaration d'hégémonie régionale, ni plus ni moins. Selon l'agence Tasnim, proche du CGRI, l'Iran ne souhaitait pas inclure les questions nucléaires dans cette première phase de négociation. Tout était axé sur l'arrêt des combats et la levée des pressions économiques. Une façon de retrouver de l'air avant d'éventuellement discuter de l'essentiel. Ce n'est pas une proposition de paix, c'est une demande de capitulation américaine, assortie d'un agenda pour gagner du temps. Et Donald Trump l'a parfaitement compris. Dans un second message, plus long, il a développé sa pensée. Il a rappelé que l'Iran joue la montre depuis 47 ans. Il a évoqué le régime Obama, les centaines de milliards de dollars restitués à Téhéran, le transfert de 1,7 milliard de dollars en espèces sonnantes et trébuchantes. Il a écrit, je cite, « Chaque banque à Washington, en Virginie et dans le Maryland a été vidée. Il y avait tellement d'argent que quand il est arrivé, les thugs iraniens ne savaient pas quoi en faire. » Il a rappelé les 42 000 manifestants tués, et il a conclu « Ils ne riront plus. » Ce message est important parce qu'il signifie très clairement qu'il n'y aura pas de deal au rabais. Pas de concession sur les sanctions en échange d'un accord flou. Les États-Unis ne vont pas baisser leur garde pour entendre dans 6 mois que l'Iran a repris son programme nucléaire là où il l'avait laissé. Abonnez-vous à Dove & Decrypt si vous voulez continuer à suivre cette analyse en temps réel et activez les notifications. Ce qui se passe cette semaine va définir les prochains mois. Maintenant, parlons du twist qui a suivi dans la même heure. Après le rejet américain, les médias iraniens, proches du CGRI, ont annoncé que l'Iran, à son tour, rejetait la proposition américaine. Le problème, c'est que c'est l'Iran qui venait d'envoyer sa propre proposition. On ne peut pas rejeter son propre courrier. C'est absurde sur le plan diplomatique, mais ce n'est pas de la confusion. C'est une technique de communication. Ils utilisent le vocabulaire de Trump. Je rejette. Pour retourner la narrative, pour paraître être la partie forte, celle qui fixe les conditions. Le général Vahidi, l'un des responsables du CGRI, a déclaré que les négociateurs iraniens écrivent pour l'intérêt national et non pour plaire à Trump. Si Trump est mécontent, c'est un bon signe, a-t-il dit. C'est brillant dans sa médiocrité, et c'est exactement le genre de réponse qui va accélérer ce que tout le monde attend. Pendant ce temps, dans le ciel de la province du Khouzistan, au sud-ouest de l'Iran, quelque chose s'est passé. Des défenses aériennes du CGRI ont été activées dans les zones d'Avaz et de Desful. Des drones ont été abattus. Ni les Américains, ni les Israéliens ne revendiquent quoi que ce soit. Alors d'où viennent ces drones? 3 hypothèses sérieuses. 1. Des opérations CIA ou Mossad non revendiquées publiquement. Ce n'est ni leur style, ni leur intérêt de le faire maintenant. 2. Des opposants iraniens au régime à l'intérieur du pays. Possible, mais ces groupes disposent rarement de drones capables de mettre en alerte des systèmes de défense intégrés. 3. Et c'est la plus intéressante stratégiquement. Ce sont des missions de reconnaissance et de mapping. On ne cherche pas à détruire quelque chose. On cherche à faire réagir les défenses aériennes pour cartographier leur temps de réaction, leurs emplacements, leurs fréquences. C'est ce que les militaires appellent du SEAD préparatoire, Suppression of Enemy Air Defense. En clair, on prépare le terrain. Depuis le début du conflit, selon les données compilées par globalsecurity.org et corroborées par des sources open source, plus de 160 drones américains et israéliens ont été abattus au-dessus de l'Iran. L'IRGC a communiqué sur chaque interception, modèle de drone par modèle de drone, des MQ-9 Reaper, des Hermes 900, des ROTP. Mais ce niveau d'activité constante a aussi quelque chose d'intéressant. Il force les défenses iraniennes à se révéler, à s'activer, à se positionner. Chaque drone abattu est un point de données pour l'adversaire. Pendant que ces drones dansaient au-dessus du Khouzistan, les gardiens de la Révolution lançaient des attaques sur des navires et des positions dans 3 pays du Golfe. Un incident a été signalé à proximité de Doha, la capitale du Qatar. Des drones ont pénétré l'espace aérien des Émirats arabes unis en direction de Dubaï, et d'autres ont été détectés au-dessus de Kuwait City. Selon Al Jazeera, les défenses aériennes émiraties
ont intercepté 2 drones, et le ministère de la Défense koweïtien a confirmé la détection d'engins hostiles dans son espace aérien à l'aube. C'est là que la situation devient géopolitiquement explosive. Ce n'est plus simplement une confrontation Iran-États-Unis-Israël. Le CGRI tire maintenant sur des États du Golfe. L'Arabie saoudite, qui observait jusqu'ici, a condamné une nouvelle fois ces attaques et réclamé l'arrêt immédiat des agressions contre ses alliés du Golfe. Riyad appuie désormais très fort dans le sens d'une action décisive. La frontière psychologique a été franchie il y a plusieurs semaines. Les Saoudiens ont fermé brièvement leur espace aérien et leur base aux Américains, après une attaque sur les EEU qui n'avait pas été répondue. Ils l'ont rouvert après que Trump les a rassurés sur un changement de stratégie. Ce changement de stratégie, c'est ce que le président appelle le projet Freedom Plus. Plus de frappes aériennes isolées, une opération globale, coordonnée, définitive. Et les pays du Golfe ne s'y opposent plus. Ils l'appellent de leur vœu. Parlons maintenant de ce qui pourrait être l'une des annonces les plus significatives de cette soirée, et qui était passée presque inaperçue face au rejet de l'accord. Benjamin Netanyahou, dans une interview diffusée hier soir sur CBS dans l'émission 60 minutes, a déclaré qu'il souhaitait ramener à zéro l'aide financière américaine à Israël. Pas dans 10 ans, maintenant. Il a dit, je cite Reuters, « Je veux réduire à zéro le soutien financier américain, la composante financière de la coopération militaire que nous avons. » Il a précisé, « Je ne veux pas attendre le prochain congrès, je veux commencer maintenant. » Israël reçoit actuellement 3,8 milliards de dollars d'aide militaire américaine par an, dans le cadre d'un accord de 38 milliards sur 10 ans signé en 2018. Netanyahou dit vouloir y mettre fin sur une décennie. Pourquoi c'est important? Parce que cette déclaration change la nature de la relation entre les deux pays. Ce n'est plus un État client qui reçoit, c'est un partenaire stratégique à parts égales qui échange de la technologie, du renseignement, de l'énergie, de l'IA, du quantique. Netanyahou l'a dit explicitement à CBS. Israël a mûri. Et dans ce contexte de guerre, une relation d'égal à égal est bien plus solide politiquement, notamment face aux critiques américaines croissantes. Selon un sondage Pew cité dans l'interview, 60% des Américains ont désormais une opinion défavorable d'Israël, en hausse de 20 points en 4 ans. Dans cette même interview, selon le Times of Israel et CBS, Netanyahou a répondu à la question « Est-ce que la guerre avec l'Iran est terminée ?» Sa réponse était catégorique. Non. Il a listé les raisons. Il reste de l'uranium hautement enrichi en Iran. Plus de 440 kg enrichis à 60%, selon l'Agence internationale de l'énergie atomique, soit techniquement à un pas du niveau militaire. Il reste des sites d'enrichissement, il reste des missiles balistiques, et il reste le réseau de proxy. Et il a ajouté quelque chose de très important. Si le régime iranien s'effondre, c'est la fin du Hezbollah, c'est la fin du Hamas, probablement la fin des Houthis. Parce que tout l'échafaudage du réseau terroriste régional repose sur Téhéran. Ôtez Téhéran, tout s'effondre, c'est la carte finale. Et c'est pour ça que l'objectif de guerre n'est pas de signer un accord de cessez-le-feu confortable, c'est le changement de régime. On en arrive à la dimension qui va tout remodeler cette semaine. Trump se rend à Pékin, il arrive mercredi. Les discussions avec Xi Jinping sont prévues jeudi et vendredi. C'est son premier voyage en Chine depuis 2017. Et selon des responsables américains cités par le Kathmandu Post, CBS et Al Jazeera, l'Iran sera au centre de l'agenda. Pourquoi la Chine est-elle si cruciale dans ce dossier? Parce que Pékin est le premier acheteur mondial de pétrole brut iranien. La Chine a refusé de reconnaître les sanctions américaines unilatérales sur le secteur pétrolier iranien. Et Beijing a reçu le ministre des Affaires étrangères iranien Abbas Araghchi la semaine dernière, la première visite depuis le début de la guerre. En clair, Pékin joue son propre jeu, entretient ses propres canaux avec Téhéran et profite d'un pétrole bradé par un Iran à genoux. Selon CNBC, les discussions entre Trump et Xi porteront sur l'Iran, Taïwan, l'intelligence artificielle et les armes nucléaires. Le Trésor américain, avec Scott Bessent, a déjà confirmé que l'Iran figurera explicitement dans les discussions. Trump devrait appliquer une pression sur Xi
concernant les achats de pétrole iranien. Si la Chine réduit ses achats, l'étranglement économique de Téhéran s'accélère considérablement. Si elle les maintient, l'Iran peut tenir encore des mois. C'est le vrai nœud gordien. Pas les drones, pas les propositions diplomatiques. La résilience du régime iranien dépend en grande partie de ce que Pékin choisit de faire jeudi et vendredi dans la salle des négociations. C'est aussi pour ça que Xi est coincé. D'un côté, ses intérêts stratégiques avec l'Iran qu'il ne veut pas abandonner. De l'autre, une guerre commerciale avec les États-Unis, des terres rares sous embargo et une économie mondiale qui absorbe mal le choc du blocus d'Ormuz. La Chine est le plus grand importateur mondial de brut via ce détroit. Chaque jour de fermeture lui coûte cher. Xi doit peser ce qui lui coûte le plus cher, soutenir un Iran en perdition ou coopérer avec Trump pour rouvrir un verrou qui étouffe aussi ses propres intérêts. Et ça, c'est du très haut niveau de géopolitique. Les observateurs qui nous regardent, Antoine, depuis Pékin ce soir, savent exactement ce qui se joue. Si vous appréciez ce niveau d'analyse sur WN Decrypt, partagez cette vidéo, laissez un commentaire et surtout, abonnez-vous. Parce que quand jeudi arrivera, quand les résultats du sommet Trump-Xi commenceront à filtrer, nous serons là pour tout décrypter. Reprenons le fil de la soirée avec l'appel Trump-Netanyahou. Le seul commentaire officiel de Trump sur cet appel a été « J'ai dit à Netanyahou que le CGRI ne rira plus. » Rien d'autre, pas de fuite, pas de détails, c'est intentionnel. Habituellement, les deux parties coordonnent des fuites pour envoyer des signaux. Cette fois, le silence complet est lui-même un signal. Quand deux alliés militaires, en pleine campagne de guerre, s'appellent et ne disent rien à personne, c'est que ce qu'ils se sont dit ne doit pas parvenir à l'ennemi avant que ce soit exécuté. Il faut comprendre comment fonctionne la communication stratégique dans ce type de conflit. Souvenez-vous, il y a plusieurs semaines, quand des médias américains et israéliens faisaient monter des fuités que Trump et Netanyahou s'étaient disputés, que les relations étaient tendues. Résultat, quelques heures ou jours plus tard, une frappe majeure se produisait. Ce n'était pas de la vraie tension, c'était de la désinformation tactique pour endormir la vigilance du CGRI. Les services d'information de l'IDF l'ont confirmé rétrospectivement. Des mois de tromperie stratégique et opérationnelle avaient précédé les premières frappes du 28 février, y compris sur les images satellites. Ce soir, il n'y a ni fuite ni tension affichée. Il y a un silence parfait, et l'USS Tripoli continue de stationner dans le golfe d'Oman, avec son escadron de Marines qui s'entraîne à aborder des navires depuis des hélicoptères Seahawk. CENTCOM a publié des images de cet entraînement ce soir, avec une déclaration précisant que les Marines se tiennent prêts à monter à bord de navires non conformes dans le cadre du blocus américain contre l'Iran. On ne publie pas ce genre d'images par hasard. C'est du signalement. On veut que Téhéran le voie. Le 30th ARG, groupe de frappe amphibie, vient d'être rejoint par l'USS Boxer ARG dans le golfe d'Oman. Puissance de feu considérable et présence de Marines d'élite. La mécanique militaire est en place. Voilà donc où nous en sommes en ce 10 mai 2026. L'accord émissure est mort. La proposition iranienne était irrecevable, et les Iraniens le savaient entier. Elle n'était pas destinée à être acceptée. Elle était destinée à être rejetée pour que le CGRI puisse crier victoire. Trump a refusé la paix. Mais Trump n'a pas refusé la paix. Il a refusé une reddition déguisée en proposition diplomatique. Le blocus continue. Les frappes de drones en Iran sud-ouest se poursuivent, sans revendication. Les pays du Golfe sont désormais dans le camp des partisans d'une action décisive. La Chine va être confrontée à un choix existentiel à Pékin cette semaine. Et pendant ce temps, le nouveau guide suprême iranien, Mojtaba Khamenei, a rencontré le commandement militaire pour, selon Fars News, de nouvelles directives de conduite des opérations. Il est toujours invisible depuis le début de la guerre. Invisible, mais actif. Quelqu'un qui se cache n'est pas quelqu'un qui a confiance en ses chances de survie à l'air libre. Le sénateur Lindsey Graham a déclaré ce soir que l'idée que l'Iran ne démantèlerait pas totalement ses capacités d'enrichissement nucléaire dans le cadre d'un accord négocié n'a aucun sens.
Un moratoire sans démantèlement complet, a-t-il dit, ne serait rien d'autre qu'une répétition de l'accord JCPOA d'Obama de 2015. Ce qui, précisément, est ce que Téhéran espérait obtenir. Graham a ajouté qu'il était certain que le refus iranien de détruire ses capacités d'enrichissement serait solidement rejeté, ce qui effectivement vient de se produire. Les prix du pétrole ont bondi de près de 5% à l'annonce du rejet. Le marché a compris immédiatement. Pas d'accord, pas d'ouverture du détroit, blocus qui continue, tension qui monte, prime de risque géopolitique. Ce n'est pas une projection, c'est de la mécanique des marchés en temps réel. Où allons-nous maintenant? Personne ne peut vous donner une date précise. Quiconque prétend le faire vous ment ou vous vend quelque chose. Mais les indicateurs sont là. L'activité de drones sur le Khouzistan. Le silence post-appel Trump-Netanyahou. Le sommet Trump-Xi. La présence navale américaine renforcée dans le golfe d'Oman. Le projet Freedom Plus, qui remplace le projet Freedom, suspendu. Et une proposition iranienne rejetée qui ferme la porte diplomatique à court terme. Ce qui est certain, c'est que la stratégie en cours n'est pas celle d'une simple série de frappes aériennes répétées à l'infini. Les frappes initiales de fin février-début mars ont décapité une partie de la direction du CGRI, provoqué la panique, mais aussi poussé les survivants sous terre. Là, les conditions d'une opération plus profonde se mettent en place. Pas de précipitation, pas de coup pour la galerie. Quelque chose de définitif. En attendant, l'Iran joue sa propre montre. Son nouveau guide suprême est invisible. Ses négociateurs envoient des propositions inacceptables. Ses soldats tirent sur le Qatar et le Koweït pour prouver qu'ils existent encore. C'est l'image d'un régime en survie, pas d'un régime qui gagne. Cette semaine sera décisive. Le sommet de Pékin jeudi et vendredi pourrait changer l'équation en profondeur. Suivez Komzo Decrypt, abonnez-vous. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui cherche à comprendre ce conflit au-delà des titres de presse. Et on se retrouve très vite pour la suite.